Bonjour, une vidéo donc pour résumer le chapitre 3 de géologie, le magmatisme en zone de subduction et la production de croûte continentale. Alors pourquoi parler de subduction dans ce thème de géologie sur la dynamique de la croûte continentale? Eh ben tout simplement parce que c'est via la subduction que va se créer de la nouvelle CC, de la nouvelle croûte continentale. Donc il vous faut lier ce mécanisme de subduction à la fabrication de CC. Ici on voit très simplement donc une subduction, on a une lithosphère océanique qui plonge par subduction, et elle va être à l'origine de nouveaux matériaux. Ici dans la croûte continentale vont se créer, grâce à ce mécanisme de subduction, des nouveaux matériaux comme des plutons de granodiorite en profondeur dans la CC, et sur la CC du volcanisme, des roches magmatiques volcaniques qu'on appelle des andésites et rhyolites. Et donc ces nouveaux matériaux qui sont apportés par le processus de subduction, ou grâce au processus de subduction, forment ce qu'on appelle l'accrétion continentale. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de comprendre comment la subduction participe à cette fabrication de nouveaux matériaux de CC, donc à l'accrétion continentale. De cette manière, vous aurez vu en première S comment on fabrique de la CO au niveau d'une dorsale, et en terminale, vous aurez compris comment on fabrique de la CC. Et cette CC et ce mécanisme est lié au mécanisme de la subduction. Donc il va falloir expliquer tout ça. La première partie, on va d'abord développer rapidement, souvenez-vous, les deux types de roches que vous devez connaître. Donc là, le mécanisme de subduction va générer des roches magmatiques évidemment, et il y a deux catégories, les roches magmatiques volcaniques et plutoniques. Donc les premières à connaître, donc les roches magmatiques volcaniques, vous avez deux roches principales à mémoriser, l'andésite et la rhyolite. Donc ce sont des roches qui vont être mises en place dans un contexte de volcanisme explosif au niveau des zones de subduction. En fait, ce sont des roches issues d'un magma, et ce magma étant très riche en silice, très visqueux, très pâteux, il va emprisonner des bulles de gaz, et donc va emmagasiner une pression jusqu'à exploser. Donc vous avez un volcanisme explosif qui caractérise ces zones de subduction et qui se traduire par la mise en place de ces roches qu'on appelle des andésites rhyolites. Ici on voit simplement au niveau de leur texture qu'on a affaire à des roches microlithiques et mi-cristallines, ce qui traduit évidemment un contexte de refroidissement particulier du magma. Le magma en fait va au contact de l'air, lorsqu'il va arriver en surface, subir un refroidissement brutal et donner naissance à une texture hémicristalline à moitié cristallisée. Bref, donc deux roches magmatiques volcaniques qui caractérisent ce domaine de subduction, l'andésite et la rhyolite. Et ce magmatisme, ce volcanisme se traduit par un volcanisme explosif. La deuxième catégorie de roches qui vont être mis en place dans ce contexte de subduction et participer de manière encore plus forte à l'accrétion continentale, c'est ce qu'on appelle les roches magmatiques plutoniques, granodiorite, diorite, granite. On résume tout ça par le terme de granitoïdes. Donc à retenir que ce sont des roches toujours pareilles, riches en silice, ici le quartz par exemple, mais ce sont des roches de texture grenue, entièrement cristallisées. Donc ça veut dire que le magma qui a donné naissance à ces roches dans ce contexte de subduction a subi une évolution différente évidemment, un refroidissement lent en profondeur. Alors si dans une coupe géologique d'une zone de subduction on regarde ces roches, on retrouve ce que j'ai dit, on a des roches ici andésitiques rhyolites en surface, sous forme de volcanisme explosif, et dans la CC en profondeur on va trouver cette deuxième catégorie de roches qu'on appelle magmatiques plutoniques, résumée sous le terme de granitoïdes. Retenir que ces roches rhyolite, andésite, diorite, granite sont des roches de même composition minéralogique, ici vous voyez la rhyolite, la granite sont exactement composés des mêmes minéraux, andésite, diorite, c'est pareil, simplement on a une teneur en silice qui est plus importante pour la rhyolite et le granite. Et c'est cette forte teneur en silice du magma qui explique aussi le caractère explosif de ces zones de subduction. Alors si on résume, vous devez admettre qu'on est dans une zone de subduction, ici j'ai la plaque qui plonge, que cette plaque, on va le voir, libère de l'eau, et cette eau en fait va être à l'origine d'un magma. Donc ce magma, qui est une roche en fusion à plus de 1000 degrés, est un magma chaud, moins dense, qui va s'élever vers la surface. Donc on va voir, sous la forme de bulles ici, une remontée du magma. Et l'idée clé, c'est que ce magma va pouvoir subir deux évolutions. Une partie de ce magma, on le voit ici, va rester bloquée dans la CC, et donc on a d'immenses bulles ici qui vont pouvoir cristalliser, mais en subissant un refroidissement lent, bloqué en profondeur. Ce refroidissement lent va conduire à une roche de texture grenue, et former par exemple ici un pluton de granodiorite. Une autre bulle peut être coincée là aussi dans la CC et donner naissance à un pluton de diorite. Donc ici en fait vous avez le contexte qui va donner naissance dans une zone de subduction roche magmatique plutonique. Et ça va représenter à peu près 80% du magma, qui va rester bloqué dans la CC et donner naissance à ces roches
magmatique plutonique. Et les 20% de magma qui restent va ce magma traverser des fractures des failles et pouvoir être libéré en surface sous la forme de ce volcanisme explosif dont on parlait tout à l'heure. Et donc ici, vous avez la mise en place dans ce contexte volcanique des roches magmatiques volcaniques que sont les rhyolites, les andésites. Donc on voit aussi au travers de ce schéma, donc il y a deux types de roches qui vont être créées dans une zone de subduction, et ces deux types de roches vont participer évidemment activement à la fabrication de CC. Donc ce sont des roches magmatiques qui vont être à l'origine de l'accrétion continentale. Deuxième volet comprend les conditions de genèse, de naissance de ce magma. Pourquoi dans ce contexte de subduction on arrive à faire naître un magma? Alors vous vous rappelez, on a vu que le magma va apparaître par fusion partielle de la péridotite vers à peu près 100 km de profondeur, et c'est ce magma qui va donner naissance aux roches dont on a parlé précédemment. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ici on arrive à faire fondre de la péridotite. Alors pour ce faire, vous avez besoin de reprendre ce diagramme pression-température profondeur qu'on avait déjà vu en première S. Donc ici ce sont des données expérimentales. Donc dans un laboratoire, on fait subir un morceau de péridotite ici sèche, sans eau, on a une augmentation de température et de pression. Et on arrive à ce diagramme où on repère trois domaines. Un domaine ici où la péridotite est solide, c'est-à-dire quelle que soit la température, la profondeur et la pression, la péridotite est entièrement solide. Un domaine qui va nous intéresser où là on arrive à voir la péridotite qui partiellement fond, donc un mélange solide plus liquide. Donc ça veut dire qu'ici, on a des conditions qui permettent de faire naître un magma à partir de la péridotite. Et enfin un domaine où la péridotite est entièrement liquide. Ce qui nous intéresse vraiment, donc, c'est cette séparation entre ces deux domaines, ce qu'on appelle le solidus, courbe donc qui traduit la température et la profondeur, la pression, à partir de laquelle on passe du domaine entièrement solide de la péridotite à un domaine où on arrive justement à faire fondre partiellement la péridotite, à créer ce qu'on appelle un magma. Donc ça, ce sont des données expérimentales de laboratoire. Alors ce qu'il faut rajouter sur ce diagramme, c'est ce qu'on appelle le géotherme. Le géotherme, je rappelle, c'est l'évolution de la température en fonction de la profondeur et de la pression. Ça, c'est le géotherme des plaines des abysses, c'est-à-dire au fond de l'océan quelconque. Et je rajoute ici en vert le géotherme qui nous intéresse, des zones de subduction. Donc ce géotherme traduit les conditions qui règnent au niveau d'une zone de subduction en fonction de la profondeur, conditions de pression, de température. Et ce qui est remarquable, c'est que ici on voit bien que le géotherme des zones de subduction ne recoupe pas le solidus. Ça veut dire que la péridotite, dans les conditions qui règnent dans une zone de subduction, et quelle que soit la profondeur, est entièrement solide. On ne peut pas faire fondre une péridotite dans un contexte de subduction. Prenons un repère, ici on est à 1000 degrés, à 100 km, et on est bien dans un domaine entièrement solide. Alors 100 km, pourquoi ce repère de profondeur? Parce que c'est à peu près la zone où va normalement naître le magma. Donc ça veut dire qu'ici, on ne peut pas faire naître de magma dans ces conditions. Donc ce qu'il va falloir ajouter, c'est tout simplement de l'eau. Donc ici, vous avez le même contexte expérimental, mais cette fois-ci, on prend de l'eau hydratée, de l'eau riche en eau, et de la péridotite, riche en eau, et on lui fait subir, pareil, des conditions de température, de pression. Et là, on s'aperçoit que ce qui change, c'est le solidus de la péridotite hydratée. On voit qu'il a changé. Donc ça veut dire que la péridotite hydratée, l'hydratation de la péridotite abaisse son point de fusion. Et donc si je remets le géotherme des zones de subduction qui lui ne change pas, les conditions de température de pression au niveau de ma zone de subduction sont toujours les mêmes, et on s'aperçoit que là le géotherme recoupe le solidus. Ça veut dire qu'ici nous avons partiellement dans une zone précise des conditions de fusion. On peut retrouver ici de la péridotite plus du liquide du magma. Et si je reprends mon repère de 1000 degrés 100 km, au niveau d'une zone de subduction, si on hydrate la péridotite à 1000 degrés, à 100 km de profondeur, elle peut fondre, la preuve on est dans ce domaine solide plus liquide. Donc la fusion partielle de la péridotite n'est possible dans un contexte de subduction que si on hydrate cette péridotite. Voilà. Donc ce qu'il vous faut expliquer maintenant, logiquement, c'est l'origine de l'eau. D'où vient cette eau nécessaire à la fusion partielle de la péridotite du manteau? Donc évidemment cette eau va provenir de la croûte océanique. La croûte océanique, rappelez-vous, est principalement faite de gabbro. Alors un gabbro, c'est plagioclase et pyroxène qui sont des minéraux où il n'y a pas d'eau. Par contre, ce qu'on a vu nous depuis longtemps, c'est que le gabbro qui est créé au niveau de la dorsale ne reste pas au niveau de la dorsale. Suite à l'expansion océanique, il est entraîné à droite et à gauche de cette dorsale et va s'éloigner jusqu'à rentrer dans ce contexte de subduction. Et on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, ce sont les transformations métamorphiques de ce gabbro qui vont en fait être à l'origine de l'eau.
Alors, ce que vous devez retenir, c'est que la première partie de des transformations métamorphiques du gabbro donne ce qu'on appelle des métagabbros à hornblende ou des métagabbros à chlorite schiste vert, rappelez-vous. Et là, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que les minéraux qui constituent ces deux types de roches, ici l'amphibole, ici la chlorite, sont des minéraux dans lesquels on trouve des ions hydroxyde HO-, qui traduisent en fait l'hydratation de ces roches. Donc lorsque la croûte océanique subit une expansion océanique, elle subit un métamorphisme qu'on qualifie de basse température, basse pression, métamorphisme qui conduit à son hydratation. L'eau en fait s'intègre dans ce qu'on appelle la maille cristalline, le réseau cristallin, et donc les minéraux qui vont se créer lors de ces transformations métamorphiques du gabbro sont des minéraux hydratés, riches en eau. Du coup, ma croûte océanique s'hydrate. Alors ensuite, vous vous rappelez qu'elle plonge en subduction, ces métagabbros à schiste vert, faciès schiste vert se transforment en schiste bleu puis en éclogite, et là, si justement je regarde les minéraux qui constituent l'éclogite, et ben à retenir que ces minéraux, on le voit bien ici, dans leur maille cristalline, n'acceptent plus les ions HO-. Du coup, vous avez affaire à ce qu'on appelle ici des minéraux anhydres. Et donc, si l'éclogite ne contient plus d'eau, ça veut dire qu'elle a libéré cette eau. Et donc, en fait, c'est la croûte océanique qui va, lors de sa subduction, se déshydrater. Si on traduit ça par ce diagramme que vous connaissez, vous avez ici donc toute la partie expansion océanique, où mon gabbro ici va se transformer en métagabbro hornblende en schiste vert, et c'est lors de cette expansion et lors de ce métamorphisme que l'eau va être intégrée. L'eau va être intégrée en fait aux nouveaux minéraux qui vont être créés. L'hornblende, la chlorite, l'actinite sont des minéraux dans lesquels il y a les ions hydroxyde HO-, c'est-à-dire on a affaire ici à une croûte océanique hydratée, qui plonge en subduction, et lorsqu'elle plonge en subduction, le métamorphisme va donner naissance au métagabbro à glaucophane éclogite, et là, notamment pour l'éclogite, on a des minéraux, grenagadites, qui ne contiennent plus du tout d'eau dans leur maille cristalline, on appelle ça des minéraux anhydres, ça traduit en fait leur déshydratation. Donc la croûte océanique se déshydrate, ce qui va évidemment abaisser, rappelez-vous, le point de fusion de la péridotite, ce qui va permettre de faire fondre partiellement, vers 100 km de profondeur, de la péridotite, et donner naissance à ce magma qui, en retournant vers la surface, en s'élevant vers la surface, va donner justement 80% de ce magma va cristalliser sous forme de grosses bulles en profondeur dans la l'ACC, donner naissance au pluton de granitoïde, et 20% va traverser la l'ACC pour donner naissance à ce volcanisme de subduction explosif, et donner naissance aux roches qu'on appelle les andésites, le rhyolite. Donc la fabrication ou l'apport de nouveaux matériaux, ce qu'on appelle l'accrétion continentale, est bien lié à tout ce mécanisme de subduction. Alors justement, pour finir, vous devez être capable de faire le lien entre, c'est compliqué, mais le métamorphisme de la croûte océanique en subduction et le magmatisme. Ici, j'ai résumé la première partie. Au niveau de la dorsale jusqu'au niveau de la zone de subduction, rappelez-vous, votre croûte océanique, principalement constituée de gabbro, va s'hydrater et donner les schistes verts. Cette hydratation donc repose sur un métamorphisme de basse température, basse pression, et va se traduire par l'incorporation d'eau dans les minéraux qui constituent les roches comme les schistes verts. Ensuite, au niveau de la zone de subduction, vous allez avoir une transformation de vos schistes verts en schistes bleus éclogite, et rappelez-vous, donc là, la CO va subir un métamorphisme de basse température haute pression, qui traduit un contexte de subduction, et par contre, cette subduction va provoquer une déshydratation de la croûte océanique, puisque l'éclogite est composé de minéraux anhydres. Donc toute l'eau qu'il y avait dans les schistes verts qui commence à se libérer au niveau des schistes bleus, et quand on atteint le stade éclogite, il n'y a plus du tout d'eau, ça veut dire que cette eau a été complètement libérée. Donc on a ici une déshydratation de la croûte océanique. Du coup, l'eau abaisse ici le point de fusion de la péridotite du manteau de la plaque chevauchante, la péridotite fond partiellement, ce qui donne naissance à du magma dans ce contexte de subduction. Et rappelez-vous, ce magma va évoluer vers la surface en donnant des roches volcaniques, andésite rhyolite, et des roches plutoniques. Et du coup, vous avez une accrétion continentale. Donc il y a bien ici un couplage, retenez ce terme, un couplage entre le métamorphisme et le magmatisme. Donc pour finir, vous devez retenir les deux catégories de roches créées dans les zones de subduction, magmatique, volcanique, magmatique, plutonique, responsables de l'accrétion continentale. Vous devez être capable d'expliquer la genèse du magma, l'hydratation de la péridotite, qui va abaisser son point de fusion, faire naître donc un magma, et être capable d'expliquer l'origine de l'eau. L'eau est liée au métamorphisme de la croûte océanique. Et enfin, donc, vous devez être capable de faire ce lien entre le métamorphisme de la croûte océanique et
le magmatisme des zones de subduction. Donc l'accrétion continentale est liée aussi au métamorphisme de la croûte océanique qui plonge par subduction. Voilà les idées